brings a tear into my eye. Dans un instant, vous allez entendre une rencontre avec le romancier et essayiste toulousain Christian Authier autour de son roman Demi-siècle, paru aux éditions Flammarion, dans le cadre du festival Le Marathon des mots, enregistré à la librairie Ombre Blanche, vendredi 25 juin 2021. Bonne écoute. I guess I'll drown in my own tears. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et très heureux de vous retrouver pour ce Marathon des mots, cette nouvelle édition du Marathon des mots en présence, en présentiel, enfin vraiment en vrai, parce que c'est vrai qu'on avait envie vraiment de nous retrouver. Donc, très heureux d'accueillir Christian Authier pour son nouveau roman Demi-siècle aux éditions Flammarion, un roman que j'ai trouvé vraiment magnifique, je vous le dis, il y a un rythme, une fluidité dans l'écriture, enfin, on va développer tout ça au cours de cet entretien. Quelques mots sur vous, vous êtes romancier, essayiste, aussi journaliste à Toulouse, vous avez publié 6 romans, parmi lesquels Enterrement de vie de garçon chez Stock en 2004, Les liens des faits également, qui a eu le prix Roger Nimier en 2006, Une certaine fatigue et Soldat d'Allah aussi chez Grasset en 2014, ainsi que de nombreux essais, dont notamment De chez nous, qui a eu le prix Renaudot de l'essai chez Stock en 2014. Et là, vous nous conviez à suivre l'itinéraire, on va dire, de Patrick Berthet, qui est un journaliste, mais journaliste parisien, bien qu'il ait passé quand même son enfance, son adolescence à Toulouse, puisqu'il y fait allusion à certains moments dans le livre. Moi, ce qui me paraît important, c'est peut-être déjà de situer peut-être au niveau des dates l'action du roman, parce que si j'ai bien compris, si je vous ai bien lu, on est entre 2016-2017, avec en perspective l'élection présidentielle. Bon, on ne sait pas encore que ça sera Emmanuel Macron, bien sûr, mais c'est évoqué quand même dans le livre. Peut-être commencer par là. D'abord, pourquoi ce personnage de Patrick Berthet, dont au début on l'appelle Patrick, puis on comprend on découvre qu'il s'appelle Berthet au cours de l'histoire. Et pourquoi cette période particulière, qui est peut-être une période qu'il faut peut-être essayer de qualifier, peut-être, voilà, pour d'entrée de jeu, en tout cas, bienvenue. Oui, bonsoir d'abord. La période, en effet, j'ai choisi sciemment parce que je voulais que ça se déroule. Le roman commence en octobre 2016 et se termine à l'été 2017. Et ce qui m'intéressait, j'avais déjà fait ça pour un autre roman, c'est en quelque sorte d'avoir une dimension déjà, j'allais dire presque historique, et avoir ce léger recul sur une époque qui est très proche et en même temps qui commence à être très loin. Et par ailleurs, je voulais aussi qu'il y ait, même si c'est pas du tout un roman effectivement politique, vous y faites allusion, il y a ce petit arrière-plan de la campagne présidentielle, et puis il y a aussi l'arrière-plan plus tragique des attentats de 2015, de janvier puis de novembre. Donc voilà, ce personnage qui est journaliste dans un grand hebdo parisien baigne aussi dans ce climat, parce qu'il a perdu un ami, notamment lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Donc c'est un arrière-plan qui est secondaire, mais que je voulais placer. Et puis, encore une fois, oui, ça m'intéresse d'avoir juste un petit pas de côté par rapport j'allais dire, au passé immédiat ou à ce présent qui est déjà un peu loin. Dans un autre roman, je m'étais amusé, Une belle époque, qui est sorti en 2008, à mettre en scène des personnages. L'action se déroulait à Toulouse dans les années en 1993-94. Et là, pour le coup, il y avait déjà 17 ans d'écart. Là, ça devenait vraiment un roman historique, dans le sens, par exemple, où les personnages n'avaient pas de téléphone portable, ils payaient en francs. On était vraiment, là, dans ces 17 ans, on a changé totalement d'époque. Là, c'est pas tout à fait le cas. C'est une époque encore dont on se souvient assez bien et dont les conditions n'ont pas vraiment changé. Mais j'avais envie d'avoir ce petit décalage, ce petit recul historique. Vous l'avez écrit à quel moment ce roman? Parce qu'il est sorti là, il n'y a pas de... En fait, je l'ai terminé. Il devait sortir l'an dernier, au mois de mai dernier. Mais à cause du confinement, la sortie a été retardée d'1 an. Et je l'ai terminé, en fait, il y a 2 ans. Et le roman est-il né d'abord de l'idée de ce personnage, ou peut-être d'abord de se situer cette action dans cette période, ou peut-être les deux concomitamment, je ne sais pas. Enfin... Oui, je pense qu'au départ, j'avais envie de faire un livre un peu sur un personnage. Enfin, ça m'était déjà arrivé, j'allais dire, un personnage fatigué. J'en ai fait un autre qui s'appelle Une certaine fatigue, où le personnage aussi était un peu fatigué. Mais j'avais envie de mettre un personnage de quinquagénaire un peu là. Et puis l'idée, c'était je crois que l'idée de départ, c'était tout simplement ça. Je voulais qu'il revienne dans sa ville natale pour l'anniversaire, donc le demi-siècle de l'un de ses meilleurs amis. Et je voulais terminer le roman par une fête d'anniversaire
Et j'avais plusieurs modèles comme pour cette fête. Je voulais que ça ressemble un peu au film The Party de Blake Edwards. J'ai pensé à The Party. Et à la fin de Playtime de Jacques Tati, quand il y a l'inauguration du restaurant qui vire aussi à la catastrophe. Donc je voulais terminer par une scène, enfin c'est pas tout à fait, c'est pas la vraie fin, mais je voulais que le climax soit cet anniversaire. On tente pendant tout le livre, parce que c'est un livre en fait où il se passe pas grand chose. Et donc c'était l'événement un peu de l'intrigue. C'est ce 50e anniversaire qui est fêté donc à Toulouse. Il se passe pas grand-chose, enfin, tout de même, parce que vous parlez quand même de la politique. C'est vrai qu'elle est en toile de fond, mais elle est aussi présente à travers finalement des évocations, par exemple de la Yougoslavie, à travers l'ami d'un des personnages du livre, qui est serbe. Enfin, il y a un passage à Beyrouth. Enfin, il y a quand même en arrière-plan un côté géopolitique. Hein. J'ose le nom, je trouve. En géopolitique, c'est peut-être un peu écoutez, ambitieux, je mais je me suis lâché. non, mais disons que oui, vous évoquiez Beyrouth. Non, moi après j'essaie d'écrire les romans que j'ai envie de lire. Donc là, par exemple, c'est pour ça que j'ai fait des détours par Beyrouth. Il y a un chapitre qui se déroule à Beyrouth et un chapitre qui se déroule à Istanbul. Ce sont des villes que j'aime beaucoup. Et donc je voulais faire plaisir à mes personnages et les faire voyager un peu, puisqu'il y a aussi une histoire d'amour. Ce journaliste rencontre une femme qui a à peu près son âge, lui il a 48 ans. Et ce sont deux êtres solitaires qui se croisent dans la ville, puisque en l'occurrence c'est à Paris, tous deux vivent à Paris. Et je les fais voyager, je leur offre comme ça des moments de bonheur. Puis alors, c'était en effet une période de la vie, il a 48 ans, vous venez de le dire, Christian Autier, donc, où en effet beaucoup de gens autour de lui, de son âge, divorcent. On peut peut-être lire un extrait du début du livre, si vous le permettez. Autour de lui, ces dernières années, tout le monde divorçait. 40 ans, 50 ans, c'était l'âge d'or du divorce. Les enfants avaient grandi, on pouvait solder les comptes. Le mythe de la cougar avait beau être relayé depuis des années par les magazines ou le cinéma, en général, c'était l'homme qui partait avec une femme plus jeune de 10 ou 15 ans. Au moins, il avait échappé à ce pathétique cliché. Patrick avait devancé l'appel du divorce et regardait ses amis se dépêtrer à leur tour avec les faisceaux d'emmerdements, d'avocats, de déménagements, de reproches que générait ce type de procédure. De son côté, les déconvenus et les désastres sentimentaux avaient la politesse de la discrétion. Cela se réglait dans la solitude de nuits trop longues, dans la tristesse de réveil sonnant le retour au réel. Les hivers étaient alors très froids, les étés étouffants, les printemps et les automnes moites. Il arrivait déjà à Odéon. Il fallait changer de ligne. En sortant du wagon, il crut croiser le regard d'une jeune fille relevant la tête de son livre pour lui sourire. Il avait dû se tromper. Il y avait tout ce choix. Alors, d'abord, le titre, je me suis interrogé sur le titre, Demi-siècle, très beau titre. Je trouve qu'il y a un arrière-plan du coup plus historique peut-être. Est-ce que vous avez eu l'idée du titre très rapidement ou est-ce que ça a été un long cheminement, une intervention de l'éditeur? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Non, je crois que j'ai eu le titre assez rapidement. Alors, c'est amusant parce que pas mal de lecteurs m'ont dit « Ah oui, c'est comme le livre de Bernard Franck ». En fait, c'est bien ce qui me semblait. J'ai vérifié, Bernard Franck avait fait un recueil d'articles qui s'appelle « Mon siècle ». Ensuite, il y a un livre de Jean Dutour qui s'appelle un roman « Le demi-solde ». Mais demi-siècle n'existait pas. Et effectivement, j'aime bien ces expressions... en l'occurrence, elle a double sens. Quand on lit le roman, on comprend que ça désigne le statut du personnage, ou du moins de son ami, puisque, comme vous disiez, lui, il a 48 ans. Mais en même temps, oui, ça donne un petit côté historique. Il y a évidemment, c'est un livre très riche. Alors, d'avoir situé l'action à Paris, on sent bien qu'à un moment donné, il y a un passage que j'avais relevé aussi. Est-ce que c'est pas un peu, entre guillemets, un hommage aussi à la ville de Paris, cette ville magnifique, habitée par parfois des personnes, en l'occurrence des Parisiens, qui peut-être ne voient plus vraiment qu'elle est belle, en fait. Voilà. Oui, d'ailleurs, le paradoxe de Paris, c'est qu'il y a très peu de Parisiens, hein, c'est surtout des anciens provinciaux, donc c'est le cas de mon personnage. Et lui est resté sensible, justement, du fait d'avoir grandi dans une ville de province jusqu'à l'âge de 20 ans ou un peu plus. Il est resté sensible, c'est un jeune Parisien, entre guillemets, il est resté sensible aux beautés de sa ville. D'ailleurs, c'est le contraste. Après, je me suis amusé quand il revient dans sa ville natale, à laquelle il n'est pas venu depuis 5 ans. Là, pour le coup, il ressent un décalage et un rejet pour en l'occurrence, ce qu'est devenu sa ville. Et quand je dis hommage à Paris, vous êtes d'accord? Enfin, c'est un peu, il y a de très belles pages justement. Oui, bien sûr. Là aussi, j'ai mis, je pense, un peu de mon rapport à cette ville, puisque
moi, j'adore cette ville, alors je n'y vis pas, c'est peut-être pour ça aussi que j'y suis plus sensible, mais pour moi, ça reste, enfin, c'est le cliché, mais c'est tout de même une des plus belles villes au monde, et il y a des décors absolument magnifiques. Alors vous avez évoqué, en effet, je pense qu'on peut d'abord peut-être qualifier, enfin d'abord, je ne sais pas, mais on va y aller, peut-être de l'histoire d'amour. C'est vrai, vous l'avez évoqué, c'est une belle histoire d'amour avec un âge finalement où quand on arrive vers 50 ans, on a déjà pas mal d'expérience. Normalement, on retombe pas en principe peut-être dans les mêmes erreurs, mais est-ce qu'il y avait cette idée dès le départ, dès le début de la rédaction du roman, de camper une histoire d'amour, une histoire entre deux personnes qui vont se rencontrer un soir, de solitude un peu, qui se rencontrent grâce au destin ou au hasard. Enfin bon, après, on peut l'appeler comme on veut, mais... Oui, il y avait peut-être deux choses pour motiver cette rencontre. D'abord, c'est mon premier roman qui finit bien, donc c'est le premier qui a, entre guillemets, enfin, qui a un vrai happy end, si on peut dire. Et je voulais raconter une histoire d'amour qui soit un peu décalée, à la fois effectivement par le profil des personnages. Et d'autre part, je voulais raconter encore dire que les rencontres humaines sont encore possibles, puisqu'en fait, le sujet, enfin, c'est peut-être un peu pompeux, mais le livre parle de la déshumanisation et d'un monde qui rend les rapports humains de plus en plus compliqués avec l'invasion des machines, des ordinateurs, toutes ces choses. Et donc, eux, pour le coup, ils vivent une histoire d'amour, j'allais dire, peut-être à cause aussi de leur âge, à l'ancienne. C'est-à-dire, ils se rencontrent un soir dans un cocktail un peu barbant. Et voilà, ils vont se revoir et ils vont tomber amoureux, ils vont voyager. Mais ils sont tous les deux un peu, en même temps, c'est ce qui m'intéressait, d'écrire des personnages qui sont un peu rétifs à leur époque, alors qui en sont un peu exilés. Ils sont tous les deux des solitaires pour des raisons différentes, enfin du moins dans leur vie sentimentale. Et je voulais montrer que voilà, qu'il y avait aussi la possibilité d'une rencontre était encore possible dans les villes modernes où règne l'ultra-moderne solitude, justement, était encore possible. Ouais. Oui, allusion à Alain Souchon, Ultramoderne Solitude, en effet, c'est tout à fait adéquat. Il y a un passage, par exemple. Alors, c'est vrai que c'est aussi un livre, en effet, assez critique. Alors, c'est aussi un livre sur l'évolution du journalisme. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça également. C'est un thème très présent dans le livre, puisqu'à travers, en effet, le personnage de Patrick Berthet, qui travaille donc à l'hebdomadaire, qui est devenu l'hebdo, et qui, du coup, est passé de gauche à droite, c'est ça? Il ne sait plus trop, oui, c'est ça, je ne sais même plus moi-même. C'est pour ça, l'époque est très bien. Ça correspondait très bien à cette époque 2016-2017 où plus personne ne sait vraiment où il habite. Et ce journal, j'ai imaginé, en fait, c'est un mix entre l'Obs, qui était le nouvel observateur, l'Observateur, l'Obs, qui réduit chaque fois, bientôt il n'y aura plus que le haut, et je sais pas, Le Point, par exemple. Enfin, j'ai imaginé un mélange entre des hebdomadaires comme ça importants. Et oui, c'est sur la modification de ce métier, là aussi, sous le coup des réseaux sociaux, du numérique, des clics, des followers. Voilà, lui, c'est mon personnage, c'est un personnage du monde d'avant, du monde de l'écrit, des livres, des librairies. Et il voit peu à peu son métier basculer sous le règne des influenceurs, des conseillers marketing, des spécialistes de la communication numérique, etc. Et voilà, ça l'horripile et il sent que voilà, ce monde n'est plus fait pour lui, quoi, et qu'il a malgré tout, parce qu'il a été aussi un peu écrivain, il a publié un roman, après il est devenu collaborateur littéraire, comme on dit, pour être correct. Il écrit pour les autres, mais voilà, il sent qu'il participe à la fin, qu'il a participé, que la civilisation de l'écrit à laquelle il appartenait est en train de disparaître, donc ce qui donne un peu ce côté désenchanté. Et que j'ai voulu contrebalancer, parce que donc c'est un livre un peu désenchanté, un peu nostalgique, mais que je voulais contrebalancer justement avec cette histoire d'amour et le goût de la vie et le goût du bonheur, quoi. Histoire d'amour éminemment romanesque, enfin la rencontre, après, on va pas tout raconter, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu stendhalien enfin, dans leur rapport. Je sais pas si ça m'est venu comme ça en vous lisant. Est-ce que Stendhal, c'est un... Ah oui, bien sûr, d'ailleurs, oui. Mais oui, je voulais faire quelque chose de très romantique, en même temps de très réaliste, je crois. Enfin, cette histoire, je l'ai imaginée. Elle n'est pas autobiographique, mais oui, j'avais envie encore une fois, de montrer la possibilité de véritables rencontres humaines au XXIe siècle. Oui, parce que justement, quand on a près de 50 ans, on prend peut-être plus son temps aussi, parce que c'est assez frappant dans leur rencontre, dans leur manière de s'aborder, de faire évoluer les choses. Il y a peut-être un travail aussi plus sur le temps, qui est un des sujets aussi du roman, généralement. Oui.
sans doute. Non, mais c'est vrai que Non, dans mais le roman, souvent, on parle du temps. Enfin, Oui, de toute façon, je on crois, parle, voilà, moi de je dis souvent, du passé. voilà, de il n'y a que 3 sujets solitude, pour l'amour, écrire enfin, un roman, c'est le temps, la mort, l'amour, et les 3 se rejoignent en général. Donc oui, tous les romans, en principe, tournent autour de ça. Ce personnage de Laurence, donc, bon, on peut dire qu'elle est avocate, on ne va pas déflorer grand-chose si on dit ça, à l'île Saint-Louis, son cabinet d'avocate quai d'Orléans. Enfin, comment est-il venu à vous? Est-ce qu'il est né de plusieurs personnes que vous croisez? Enfin, c'est une idée, c'est une fiction bien sûr, mais parce que c'est 2 milieux différents en apparence, excusez-moi, mais qui finalement vont avoir des choses à se dire. Enfin, ils ont quand même beaucoup de connivence, de complicité. En fait, là, c'est un personnage totalement imaginaire. Alors, je dois avouer, je dirais, le modèle physique, j'avais un repère, hein, quelqu'un que je connais pas vraiment, mais donc j'ai volé le physique à cette personne qui ne le sait pas et qui ne le saura sans doute jamais. Et après, quant à sa vie, j'ai totalement inventé. Donc, je voulais qu'elle ait une fêlure. Qui est caché, enfin que le lecteur apprend à peu près au milieu du roman et que l'autre personnage, Patrick Berthé, apprend à la fin du roman. Donc elle a une blessure assez forte. Voilà, je voulais faire un personnage. Je voulais que le lecteur en tombe amoureux, quoi, lui aussi, comme moi j'en suis tombé amoureux. Donc comme elle n'existe pas, je peux d'autant plus l'avouer. Je ne trompe personne. Oui, peut-être lire ce passage sur la ville de Paris, je trouve que c'est assez un des passages qui vous donnera peut-être une idée justement au public. Le plus important était d'avoir son numéro de portable. Ouais, donc là, c'est Patrick qui parle de Laurence. Il lui répondrait par SMS dans quelques heures. Surtout, ne pas se montrer trop pressant. Laurence était là à portée de touche désormais. Le cœur léger, Patrick se dirigea vers le métro. Dans le wagon, les gens qui l'observaient lui semblaient sympathiques, aimables, avec leurs secrets et leur vie en bandoulière, cachés derrière des casques, des smartphones, des livres, des regards songeurs ou mal réveillés. Il vivait à Paris, la plus belle ville au monde, ce qu'avaient oublié bien des Parisiens blasés et des Français plus ou moins habitués à ce que les splendeurs de la capitale fassent partie de leur patrimoine national. Était-ce son origine provinciale, bien que la plupart des Parisiens viennent eux aussi de province? Mais Patrick ne s'était jamais lassé des beautés de cette ville, malgré les embouteillages, la prolifération des enseignes mondialisées, uniformisant le paysage urbain, les manifestations, la misère des mendiants et des pauvres airs ayant échoué sur les trottoirs de la ville lumière. N'en déplaise aux cyniques, Paris serait toujours Paris, et des millions de visiteurs le confirmaient chaque année. Il trouvait d'ailleurs que les cinéastes étrangers, en dépit ou peut-être même à cause des clichés touristiques que les critiques veillaient à souligner, rendaient justice à Paris. Les films de Woody Allen, de Terrence Malick, de Brian De Palma et de tant d'autres tournés ici possédaient une ingénuité, une innocence et par là même une vérité dont les natifs s'étaient coupés. Il avait vu plusieurs fois Paris je t'aime, film à sketch rassemblant des cinéastes du monde entier qui plantaient leurs caméras la plupart du temps dans des lieux emblématiques de la capitale. Oui, il avait le privilège de vivre, certes plutôt confortablement, dans ces décors chargés d'histoire et préservant encore leur magie. Et il ne renierait jamais ce privilège. Paris demeurait la ville du possible, des rencontres, de l'anonymat, des gens venus d'ailleurs, des énergies rassemblées, d'un passé rattrapant les vivants pour leur confier quelques confidences. Alors au passage, on parle de cinéma, enfin, il évoque le cinéma. Le cinéma occupe comme une sorte de... Vraiment, tout au long du livre, il y a des références à des films, il y a des, entre guillemets, des hommages, notamment à Bill Murray, par exemple. Bon, on sait que vous êtes vous-même, enfin je le sais, Christian Autier, passionné de cinéma, vous avez écrit sur le cinéma, aussi sur Clint Eastwood. Là, il y avait pour vous ce besoin, cette idée dès le départ de... Oui, le cinéma est présent. Enfin, j'ai écrit plusieurs livres sur le cinéma, deux sur Clint Eastwood, un sur des films un peu oubliés. C'est aussi une de mes passions, autant que la littérature. Donc, c'est souvent dans mes livres. Mon précédent roman, Des Heures Heureuses, j'ai voulu faire, mon modèle, c'était le film Le Fanfaron, une comédie de Dino Rizzi avec Jean-Yves Trintignant et Vittorio Gassman. Et là, bon, j'avais pas vraiment de modèle cinématographique, mais évidemment, ce personnage qui est pas vraiment moi, mais j'ai donné certains de mes goûts et de mes passions, c'est plus commode, et notamment celle du cinéma. Donc il y a beaucoup effectivement d'allusions. Et puis sur Bill Murray, ce qui m'intéressait là aussi, c'est quelque chose de totalement gratuit, mais que j'avais envie d'écrire sur lui, parce que alors c'est pour ça que Patrick aime tellement ce personnage de Bill Murray. Le public français l'a découvert surtout dans Lost in Translation, le très beau film de Sofia Coppola, où il campe là un quinquagénaire, mais qui a plutôt dans les
55 ans, perdu dans cette ville de Tokyo et qui rencontre une jeune fille de 25 ans, perdue elle aussi dans cette ville. Et il y a une histoire d'amour chaste et très pudique entre eux. Et Bill Murray, ce qui est amusant dans sa vraie vie, quand on lit des choses sur lui, c'est qu'il ressemble à ce personnage et qu'il est totalement à part de la société. Moi, j'ai un ami qui voulait éditer, je crois, ses mémoires ou des nouvelles. Il a écrit des nouvelles, mais par exemple, Bill Murray n'a pas de téléphone portable et il a un répondeur téléphonique sur lequel on lui laisse des messages et qui consulte. Il n'a pas vraiment d'agent non plus, donc il consulte ce répondeur de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'il est passé, dit-il, à côté de beaucoup de films. Et par ailleurs, moi, c'est ça que je trouve formidable et que je voulais raconter un peu. Enfin, c'est un détail, mais c'est quelqu'un qui s'invite dans des soirées ou dans des fêtes. Ou par exemple, une blague qu'il aime beaucoup faire, c'est par exemple dans un fast-food, c'est de piquer une frite à un client. Alors aux États-Unis, c'est une star énorme, hein. Il y a eu beaucoup de succès de films comiques, encore plus que chez nous. Il faudrait imaginer que ce soit Depardieu qui fasse ça chez nous. Donc Bill Murray prend une frite, la mange et dit à la personne ne te croira quand tu raconteras ça. Ou voilà, il s'invite dans des soirées chez les gens, des trucs. Et moi, il y a une autre anecdote qui est authentique aussi, où il est passionné de golf. C'était à Amsterdam. Il est rentré à son hôtel en empruntant la voiture sur le parcours. Il était complètement ivre. Il a traversé à la fois le parcours et une partie de la ville avec sa voiture de golf. Donc c'est un personnage qui a gardé son esprit d'enfance et un goût de la farce et du décalage que j'aime beaucoup. Ouais. À propos de Bill Murray, vous écrivez « Bill Murray, c'était une tristesse masquée par des sourires, l'envie de préserver son âme d'enfant, un goût du jeu et du détournement. » En parlant de cinéma, il y a un moment donné, il revoit un film, parce qu'il aime bien, il le voit que sur DVD, hein, c'est important de le souligner, parce qu'il faut qu'il y ait un support physique. J'en parle parce que, en effet, le côté physique du support est important, puisque on va parler peut-être du numérique ensuite. Vous avez évoqué le journalisme, il n'a pas de page Facebook, il n'est pas sur Twitter, enfin, il n'y a rien de tout ça, évidemment. Patrick, je dis évidemment, parce que ça correspond à son personnage. Et il dit un moment à propos de Suzy et les Baker Boys, qui est un film qu'il a revu, qu'il avait vu il y a longtemps à sa sortie. Finalement, son existence n'avait pas ressemblé à l'un des films qu'il aimait. Il n'en éprouvait aucun remords. Donc, du côté un peu désabusé, mais en même temps réaliste. Oui, mais ça, c'était typiquement une réflexion de cinéphile, c'est-à-dire quand on a 18 ans, 20 ans, qu'on voit tous ces films, ou même parfois après, on fait plus vraiment, enfin, soit on compare la vraie vie à celle qu'on voit sur les écrans, soit on fait plus tellement la différence, et donc, voilà, les personnages deviennent des modèles. C'est un peu ce que je disais par rapport à Bill Murray, ça devient des compagnons, voilà, comme les personnages de romans. Enfin, naguère, les gens s'identifiaient aux personnages de romans. Maintenant, ce sera plus à ceux de cinéma et de séries, peut-être, ou pire, enfin, d'autres modèles encore pires. Mais oui, je crois que pour les gens qui aiment le cinéma ou la littérature, les choses qu'on voit à l'écran ou qu'on lit dans les livres sont parfois aussi importantes ou aussi réelles que la vraie vie. Et donc, oui, la littérature occupe évidemment une place aussi importante dans le livre, avec au passage, en effet, des références à des ouvrages. Alors, il y a, en effet, il faut parler un peu du milieu de l'édition, puisque donc il a publié un premier roman, vous l'avez dit tout à l'heure, Christian Autier. Donc, après, il est devenu ce qu'on appelait nègre auparavant, ce qu'on pourrait qualifier, vous l'écrivez, de ghostwriter, d'écrivain fantôme. Allusion au film de Roman Polanski. Justement, ce milieu de l'édition, du pari littéraire, pour le coup, qui est très centré autour de Saint-Germain-des-Prés, pour schématiser. Bon, si on ne schématise pas, on dit la réalité. Il y a quand même ce côté, justement, il y a un personnage d'un éditeur dans le livre qui s'appelle Sanders, si je me souviens bien, qui a un petit côté qui sonne un peu anglo-saxon. Je crois qu'on peut reconnaître en effet un éditeur. Bon, je vous laisse peut-être en parler, s'il y avait une idée. Oui, il y a deux éditeurs, en fait, dans le livre. Il y a donc Jean-François Sanders, qui est largement inspiré, enfin qui est totalement inspiré par Jean-Marc Roberts, qui a été le patron, enfin qui a travaillé au Seuil, chez Fayard, et puis qui a dirigé Stock pendant longtemps, la collection bleue, enfin qu'il avait créée chez Fayard. Moi, j'ai eu l'honneur de faire avec lui, le privilège et le plaisir de faire 5 romans et un essai à ses côtés. Donc c'était un des derniers grands éditeurs. Il a disparu en 2013. C'était un des grands éditeurs. Bon, c'était aussi un grand écrivain. Vous avez peut-être vu
le film qui a été adapté de son roman Affaires étrangères, qui est devenu Une étrange affaire avec Michel Piccoli, l'ami de Vincent. Enfin, beaucoup de ses romans ou de ses scénarios sont devenus des films. Et c'était un immense éditeur. Donc j'ai voulu lui rendre hommage. Il apparaît sous un nom d'emprunt dans ce roman. Et après, vers la fin du livre, il y a notre éditeur donc, qui le remplace à la tête de ces éditions des archives. Là qu'on reconnaît, enfin qu'il faut pas reconnaître parce que le portrait est assez méchant. Donc on n'en dira pas plus. Oui, on revient peut-être au journalisme, l'importance en effet de dénoncer entre guillemets. C'est vrai c'est devenu, il y a des réunions pour rien avec des soi-disant il faut qu'on soit très très bon sur les réseaux sociaux, qu'on soit hyper présent. Enfin, on a un peu l'impression que est-ce qu'il n'y a pas derrière un peu, moi je vous ai lu un peu comme ça peut-être l'idée qu'on est tombé un peu dans une côté un peu information en continu, enfin cette espèce de fuite aussi en avant pour saisir finalement la mise sur le même plan d'événements tout à fait anecdotiques et du quotidien qui n'ont pas une grande importance, avec des choses qui seraient quand même beaucoup plus importantes. Oui, mais c'est sûr, évidemment, enfin, bon, c'est une banalité, mais les réseaux sociaux, les nouvelles formes numériques ont totalement bouleversé le métier. Les pauvres journaux papier qui demeurent, notamment, donc c'est en l'occurrence un hebdomadaire, mais les quotidiens sont totalement déphasés, dépassés par ces flots d'informations et qu'on voit aussi évidemment à la télévision avec ces chaînes d'informations continues. Donc, comme je disais tout à l'heure, lui, c'est un homme du papier, des livres, des journaux, qui aime les toucher, qui aime les lire. Et il commence sa journée tous les matins en lisant Le Figaro et l'Équipe. Donc voilà, il n'est pas du tout de ce monde où il faut communiquer, s'exposer. Enfin bon, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est le monde des machines et de la déshumanisation. Et ça, voilà, c'est un vieux dinosaure. Vous, en tant que journaliste, à l'opinion ici à Toulouse, vous vivez un peu ce genre de choses ? Vous êtes un peu aussi confronté à Non, là, c'est différent. Non. Moi, je me suis inspiré en fait de ce qu'on me racontait de certains hebdomadaires, bien que les hebdomadaires soient beaucoup moins, enfin les hebdomadaires parisiens soient moins sous la pression que les quotidiens, pour cette pression numérique, etc. Mais non, je me suis inspiré effectivement de choses qu'on m'a racontées, de réunions absurdes, voilà. Les contrariétés suscitées par l'évolution du journal et l'emprise toujours plus grande des diaphores russes, de la dématérialisation et du numérique ne le touchaient presque plus. Si ces kamikazes voulaient tout liquider, abandonner le papier, éliminer ce qui avait encore de la tenue et du sens au sein de l'hebdo, qu'ils le fassent. Au pire, il négocierait une rupture conventionnelle ou ferait jouer sa clause de conscience. Par moments, il lui semblait que les gens devenaient fous. Au nom d'une prétendue efficacité et rationalité, au nom de la modernité et du mouvement obligatoire, on instaurait du chaos. Partout, on détruisait de vieux métiers en les privant de leur sens et de leur vocation. La Poste était devenue d'abord une banque et n'était plus intéressée par la distribution du courrier, usage qu'elle s'efforçait de décourager en augmentant sans cesse ses tarifs. Les facteurs étaient désormais chargés, moyennant finance bien sûr, d'aller visiter les petits vieux, dont les enfants et les petits-enfants ne s'occupaient pas, afin de leur parler un peu et de vérifier qu'ils n'étaient pas morts. Les FNAC vendaient de l'électroménager. Dans les chaînes des enseignes d'alimentation, les caissières et les caissiers étaient de plus en plus remplacés par des machines. On ouvrait, on dérégulait des professions ancestrales. Bientôt, les avocats et les juges laisseraient place à des sociétés privées chargées de régler les litiges et à des algorithmes calculant les indemnités, lui avait confié Laurence. On travaillait à la conception de véhicules sans chauffeur. La viande artificielle était promise, disait-on, à un grand avenir. Qui des hommes ou des animaux disparaîtrait en premier ? Quand il devenait sérieux ou philosophe, Patrick se disait que le grand dérèglement avait commencé avec l'apparition des numéros verts. Ces services avec lesquels on pouvait passer des dizaines de minutes en compagnie de voix digitales orientant le malheureux usager qui, au bout de son périple, pouvait éventuellement faire part de son problème à un pauvre R d'un centre d'appel situé au Maroc ou à Madagascar, incapable de résoudre la demande. Rencontrer une présence humaine devenait un luxe autant qu'un défi. Dans certaines universités, des cours étaient assurés par des professeurs virtuels dont la voix était diffusée, éventuellement dans plusieurs amphis ou salles simultanément par des enceintes. Et tout le monde trouvait cela normal, voire naturel. Où était le progrès là-dedans ? Décidément, il était né trop tard. Alors moi, je me suis dit, en lisant ce passage, là, ça a pris encore des proportions avec le Covid, enfin bon, le côté...
Oui, mais voilà, enfin, je pense que là, pour le coup, je ressemble tout à fait à mon personnage. Je suis peut-être naïf ou je n'arrive pas à être blasé. Moi, je me fais pas toutes ces choses qui maintenant nous paraissent presque naturelles. Moi, je suis frappé quand je prends les transports en commun. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas pris l'avion. Là, j'ai repris l'avion à cause de la crise sanitaire. Il y a 15 jours, je fais un aller-retour Toulouse-Nantes et chaque fois, je suis frappé, j'arrive pas à m'y faire. Alors, naguère, vous aviez pas le droit, durant le vol, d'aller allumer votre portable ou votre ordinateur. Bon, maintenant, on a le droit, il faut juste l'éteindre au début, au décollage et à l'atterrissage. Mais même, donc les gens sont penchés sur leur machine pendant le vol qui dure 1 heure, mettons. Et dès que l'avion se pose, ils rallument tous, 99% dans la seconde. Ils ont été privés pendant 5 minutes du téléphone. Et il y a cette pulsion numérique qui arrive. Et ensuite, je suis rentré par le tramway. Et là aussi, j'étais fasciné. Je ne prends pas souvent le tramway. Tous les gens dans le tramway étaient penchés sur leur téléphone. Et je me disais, on vit vraiment... Alors, ce sont des détails. Maintenant, on y fait plus attention. Moi, ça me traumatise. Mais les gens n'ont plus de temps pour s'ennuyer, pour rêver, pour regarder par la fenêtre les paysages qu'il y a, le tramway, moi je vois des quartiers que je connais pas forcément très bien, pour regarder ses voisins, éventuellement leur parler, mais maintenant, ce que aussi, c'est une des pensées qu'il y a au début du livre, si vous vous adressez à un inconnu, la personne va porter plainte. Enfin, c'est devenu tellement saugrenu de parler à quelqu'un au lieu d'être penché sur son écran. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Jean-Luc Godard avait cette citation célèbre qui date il y a 25 ou 30 ans. Il disait, quand on va au cinéma, on lève la tête. Et quand on regarde la télévision, on la baisse. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, on regarde la télévision plutôt, je vais dire, à hauteur de regard. Mais moi, ce qui me frappe aussi dans cette posture des gens absorbés par leur machine et leur smartphone, c'est que, pour le coup, ils sont comme ça. Ils sont vraiment la tête penchée. Et vous vous retrouvez seul dans un wagon, à avoir la tête, avoir le regard. Et il n'y a plus personne pour vous regarder. Tout le monde est comme ça. Et ça fait partie des petits détails qui, moi, me frappent. Comme les gens, là aussi, ça a été un grand basculement, selon moi, anthropologique. Avant, on on remarquait que les gens qui parlaient tout seuls dans la rue, ils étaient un peu dérangés. Et c'est comme ça qu'on les repérait, d'ailleurs. C'était un des signes certains dérèglements. Maintenant, on ne fait plus attention aux gens qui parlent seuls dans la rue, parce qu'en fait, ils ont leur oreillette et ils nous font partager leur conversation. Donc, on n'arrive plus à repérer les fous traditionnels, j'allais dire, des fous normaux. C'est un détail qui m'inquiète. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça devait être il y a une bonne quinzaine d'années. J'étais dans une voiture avec un ami qui était très féru de technologie. Alors à l'époque, la mode, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était d'avoir le téléphone portable le plus petit possible. Alors lui, il avait un téléphone, c'était presque un dé à coudre, comme ça. Il l'ouvrait, il y avait un clapet, il devenait 4 cm, il fallait une petite épingle pour... Et donc il avait ce téléphone, on était en voiture, et tout d'un coup, il se met à parler tout seul. Une conversation dont je ne comprends pas. Et je le regarde et au bout de 15 secondes, je comprends en fait qu'il parle à quelqu'un. Il avait, ça aussi, personne n'avait ça à l'époque, il avait une oreillette dans l'oreille gauche que je ne voyais pas, et il avait un système pour téléphoner depuis son volant. Et là, je me suis dit, bon, c'est la première fois que j'étais confronté aux gens qui parlent seuls, en l'occurrence, bon, qui ne parlaient pas seuls, mais qui me donnaient l'impression de parler seul. Et ça m'avait traumatisé. D'ailleurs, la preuve, j'ai jamais oublié. Mais maintenant, bon, on voit ça, on n'est même plus surpris de voir les gens nous faire partager leurs conversations. Ce que dit Patrick sur la poste, sur tout ça, oui, les centres d'appel situés. Ah oui, qui n'a pas, la moindre réservation. Enfin oui, on est dépendant et totalement dépendant des machines, d'internet, et de toutes ces choses un peu bizarres, qui à force de nous faire gagner du temps, nous en font perdre considérablement, quoi. Oui, c'est vrai que d'un côté on croit en gagner, mais en fait on en perd beaucoup. Oui, alors justement, est-ce que en contrebalancement de ça, parce que c'est vrai que Patrick, au début, bon, après sa séparation, connaît, il se dit finalement c'est pas mal, c'est la liberté, puis finalement assez vite quand même il rentre un peu dans une sorte de solitude aussi, on l'a un peu esquissé tout à l'heure. Et justement la rencontre avec Laurence, donc l'avocate, fait que c'est à nouveau l'amour qui repart. C'est justement ces passages de voyage qu'ils font à Madrid. On a évoqué Istanbul, Beyrouth. C'est peut-être des moments où on peut retrouver, on peut se poser, et puis on peut finalement, par rapport à ce que vous venez de dire, Christian Autier, avoir du temps. Et puis observer. Oui, en fait, c'est l'histoire d'un couple qui cherche à s'échapper. Lui, il a divorcé, en fait, il devait avoir une trentaine d'années, en 2001, à peu près au même moment que le 11 septembre. C'est pour ça qu'il dit le 11 septembre, j'ai aucun souvenir. Il était totalement désespéré, dans le marasme le plus complet à cause de son divorce.
Et en fait, après, il a mené en réalité une espèce de vie d'adolescent attardé. Il continue à sortir avec ses copains, à faire des blagues de potache, à boire des coups, aller au restaurant. Donc une vie à voir des films, une vie à voir quelques aventures, mais une vie voilà d'étudiants attardés jusqu'à cette rencontre. Et là, justement, c'était pour contrebalancer ce que je disais tout à l'heure, cette époque moderne, enfin certains aspects de cette modernité qui devient invivable. Je voulais leur offrir voilà des échappées belles, des parenthèses, et justement dans des vieux pays, qui n'ont pas forcément d'ailleurs échappé aussi à la modernité, mais qui ont un autre rapport au temps, un autre rapport, enfin, je veux dire, des villes comme Istanbul ou Beyrouth, qui sont évidemment très, très différentes, mais offrent voilà, un dépaysement absolu pour nous, enfin pour eux en l'occurrence parisiens, quoi. L'histoire et la littérature n'est jamais loin, parce que par exemple à Istanbul, ils vont au musée Orhan Pamuk, enfin bon, il y a vraiment à chaque fois. Et c'est vrai que ça a beau être deux milieux différents, on se dit Laurence finalement elle est avocate, elle n'est pas journaliste, mais elle est très, ils ont des conversations littéraires, ils ont une passion commune pour le cinéma, enfin finalement ils se trouvent très bien tous les deux, quoi. Oui, parce qu'en fait, je pense malgré tout, il y a beaucoup de gens, enfin, je crois que comment dirais-je, la société, je crois, enfin la société, enfin je sais pas, encore une fois, la modernité pousse les gens, j'allais dire, sensibles, artistiques, un peu décalés, tendres, insouciants, les pousse à croire qu'ils sont seuls à sentir cela, à penser cela. Or, c'est pas du tout vrai. Il reste malgré tout plein de gens qui sont intéressés par la littérature, le cinéma, la poésie, la lenteur, le spectacle de la nature, je ne sais quoi. Et donc là, c'est la rencontre entre deux. Finalement, des gens, malgré tout, bon, je veux dire, socialement, ce sont des CSP+, mais des gens finalement qui étaient assez banals. Enfin, c'était les goûts de beaucoup de gens il y a encore quelques années, quoi. J'allais dire les centres d'intérêt de beaucoup de gens avant justement que d'autres activités supplantent, notamment, puisqu'on parle de livres, le fait de lire des livres, quoi, qui est devenu maintenant une pratique. Je reprends mon exemple qui me tient à cœur des transports en commun. Regardez dans les avions ou les bus ou les nombres de gens qui lisent alors un journal, et ne parlons pas des livres, hein, il y en a très 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 peu. L'autre fois dans le métro à Paris, ça m'a vraiment. J'ai vu une jeune fille lisant Sénèque. Vous voyez, comme quoi, un livre. C'est vrai que. Oui, moi j'essaie de regarder justement ce que. D'ailleurs, oui, dans le tramway l'autre jour, il y avait une jeune fille qui lisait, mais là c'était Marc Lévy, c'était pas Sénèque. Donc ça m'a un peu déçu. Je voyais un motif d'espoir, puis bon, il faut pas être méchant, c'est mieux que rien. Mais non, pardon, Guillaume Musso, parce que Marc Lévy c'est moins mauvais que Guillaume Musso, je pense, pour en avoir lu au moins un. Mais oui, non, les gens qui lisent, oui, c'est un spectacle dans les rues. Moi, quand j'en vois, je les regarde comme des extraterrestres. Je me dis, tiens, c'est formidable. Parce qu'il y a des gens, moi je lis, ça m'est arrivé aussi de lire en marchant. Alors, c'est peut-être pas bien, c'est pas prudent, mais de temps en temps, je vois des jeunes gens qui lisent en marchant et je trouve ça très, très émouvant. On a évoqué la Sanders, qu'on peut reconnaître en lui, Jean-Marc Roberts, mais c'est un peu un roman. Si je dis que c'est un peu un roman à clé, on peut jouer un peu au jeu de la reconnaissance. Vous avez cité un personnage qu'il vaut peut-être mieux pas reconnaître parce que mais c'est vrai qu'il y a comme ça un certain nombre que j'ai deviné, mais que je ne dirai pas évidemment. Mais est-ce que c'est quand vous écrivez, il y a c'est un peu cette idée un peu ludique entre guillemets, je sais pas Oui, c'est un jeu. Enfin, c'est surtout un hommage en fait. Là, je voulais rendre hommage à deux personnes. Donc Jean-Marc Roberts, c'était pas la peine vraiment de le citer. Ceux qui le connaissent le reconnaîtront, voilà. Après, il y en avait un autre que j'étais obligé de citer pour le coup, parce que ça aurait été absurde, c'est Bernard Maris, parce que comme, j'allais dire, malgré lui, hélas, il est devenu un personnage que je qualifierais d'historique. Ça aurait été absurde de lui donner un autre nom, enfin d'évoquer cet attentat et de l'appeler. Donc là, j'ai mis en scène, entre guillemets, le véritable personnage et sous son vrai nom. Et après, il n'y en a pas tellement d'autres. Après, je m'amuse. Je me suis amusé, par exemple, à mettre en scène, à la fin, il y a le décès aussi d'un grand journaliste, Paul-Henri Matisse, que tous les gens appelaient PMT. Ça, je me suis amusé à imaginer un mix entre JFK, Jean-François Kahn et Fogg, François-Olivier Gisbert. Ces grands journalistes qui ont formé des générations de... Donc là, c'était sur la transmission et c'est cette vieille idée du métier. Donc je me suis amusé. C'est ça le plaisir aussi d'écrire en roman, c'est que on prend des personnages qui existent, que l'on connaît, que l'on connaît pas. On en prend trois, on leur invente en plus une autre dose et ça fait une créature totalement hybride.
Bernard Maris, donc pour le coup, c'est vraiment un hommage. On l'a bien connu ici à Toulouse, parce qu'il était toulousain d'origine, et puis il est venu plusieurs fois aux rencontres du livre de Balma, dont j'avais la chance de m'occuper à l'époque. Vous l'avez bien connu, Bernard Maris, hein, Oui, c'était une façon. À un moment, je pensais écrire un petit livre sur lui. Peut-être que je le ferais. Puis je me suis dit, ah, tiens, un roman. Comme c'est un roman aussi, c'est un thème qui m'intéresse, enfin qui me fascine. C'est un livre sur les vivants et les morts, parce que je crois que il y a les disparus et les présents communiquent beaucoup. Enfin, c'est pas du tout du mysticisme. Je ne parle pas de faire tourner les tables, mais je pense qu'ils ils nous visitent d'abord dans nos pensées, dans nos rêves, et ils sont toujours présents. Enfin, c'est ce que je ressens. Donc là, c'était une façon de lui rendre hommage. Je ne sais pas si vous souhaitez peut-être lire un passage à propos de Bernard Maris, ou est-ce que vous... Pas celui-ci, ça vous touche, j'imagine, oui, peut-être. Est-ce que, oui, alors moi je l'ai lu aussi, bon, on évoquait la solitude, mais alors oui, il y a un des très beaux rapports qu'il a aussi avec son fils, voilà, avec qui finalement, voilà, bon, le fils est grandi, je crois qu'il a quoi, il a une vingtaine d'années, 18 ans 17, il va passer son bac. Du coup, la séparation fait aussi, on a tous peut-être connu ça, enfin, les gens qui ont des enfants, quand ils se séparent, la garde alternée, enfin bon, ça leur a... Peut-être qu'ils se rapprochent, peut-être tous les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian. Oui, là aussi, j'allais dire un plaisir. Enfin, c'est pas du tout autobiographique. Je suis pas marié, donc je suis pas divorcé. J'ai pas de fils à ma connaissance. Mais ça m'amusait. Enfin, j'avais envie de raconter un rapport père-fils, père divorcé, fils grand, donc 17 ans, qui va passer son bac, qui se passe bien là aussi, parce que le cliché, ça aurait été de faire de son fils. J'allais dire un crétin de son époque. Là, c'est plutôt un garçon gentil, travailleur. Il n'y a pas de conflit entre eux. Et je voulais mettre un rapport assez tendre entre ce père voilà, qui est à la garde partagée et ce fils qui s'en sort plutôt bien, quoi. Qui s'appelle Sébastien, c'est ça, je crois que c'est... Oui. Et ça, les prénoms, pour vous, c'est important, le choix des prénoms dans un livre? Une question qui me vient comme ça au cours de... Oui, alors là aussi, c'est pour me faire plaisir et faire plaisir à des amis. Donc je mets beaucoup de noms ou de prénoms d'amis. J'ai 3 Sébastien parmi mes amis, donc il y a toujours des Sébastien. Berthé, dans la plupart de mes romans, le héros s'appelle Berthé. Ça, c'est un clin d'œil. Un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelait Frédéric Berthé. Après, je mets les noms de copains, souvent, dans les personnages. Parfois, de manière injuste, l'éditeur totalement horrible, à la fin, je lui donne le patronyme d'un ami. Oui, j'aime bien... j'ai un autre ami que j'ai transformé en avocat. Enfin, j'ai donné son patronyme à un avocat. Oui, j'aime bien... pour moi, d'abord, ça me fait des repères. Je sais, je les visualise si j'ai besoin de leur physique. Et ça fait des clins d'œil, ça fait plaisir à des amis. Ou bon... Toujours, j'avais même oublié que j'avais mis le nom d'un ami à la 10e page qui disparaît. Il s'appelle Bénard, donc il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, je suis très fâché de mourir à la 10e page. Donc oui, ce sont des clins d'œil. Et puis oui, et l'amitié aussi, on aurait pu en parler plus tôt, parce qu'elle est quand même au cœur du roman, l'amitié, que ce soit avec les amis proches, puisque en effet, après, il retourne, vous l'avez évoqué, à Toulouse pour l'anniversaire d'un ami très proche. Oui. Oui, c'était un des thèmes aussi. Il y a l'amour et l'amitié dans ce livre. Et la fin, là, ce fameux anniversaire, c'est justement là où il va retrouver ses amis de jeunesse. Et là, ce qui m'intéressait aussi, parce que c'est ça l'amitié, c'est que c'est quelque chose qui dure, même si on n'a plus grand-chose à voir. Eux, ils se voient plus que par intermittence depuis 20 ans ou 25 ans, de temps en temps. Mais voilà, il y a des liens très forts. Chacun a fait sa vie. Ils ont des centres d'intérêt très différents, des situations familiales différentes. Mais le 50e anniversaire est l'occasion, voilà, de se retrouver, les amis d'enfance, enfin tout ce que... Ouais, de savoir ce qu'ils sont devenus, enfin bon, de découvrir. L'amitié, ça peut être aussi l'amitié avec parfois des restaurateurs, parce que les restaurants, c'est important sur la convivialité, sur l'échange, puis le fait de manger et déguster des bonnes choses, avec le goût pour les vins également aussi que possède Patrick, avec... Vous citez souvent l'année, enfin bon, le cru, enfin cette précision aussi dans les appellations. Bah oui, là aussi, je voulais. Il y a un journaliste qui a écrit à propos de ce livre. Au moins, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, il soigne ses personnages. Donc, je leur offre de très bons vins, je les emmène dans des bons bistrots, ils mangent des plats à la fois goûteux et roboratifs. Donc là, c'est une manière aussi de me faire plaisir à moi, puisque quand j'écris ça, j'ai l'impression d'être un peu à leur place. Et oui, c'est parce que j'aime, encore une fois, j'aime la gastronomie, j'aime les restaurants, j'aime le vin. Vous écrivez aussi. Oui, à l'occasion, j'ai fait
Donc, oui, je crois que c'est important. Ça fait partie de cet art de vivre, justement, qui est toujours, je ne fais que me répéter, mais qui est dans l'incarnation, qui est dans la vraie vie et qui n'est pas dans la duplication et les vies, encore une fois, numériques. Là, je dirais, et on l'a bien vu, avec ces périodes de contraintes qu'on a connues depuis un an, à quel point voilà, le restaurant, c'est pas seulement que de la nourriture, c'est un rapport aux autres, c'est une sociabilité, encore une fois, une façon de vivre ensemble je pense, qui est universelle, mais qui, pour nous, Français, est vraiment constitutive de notre ADN et de notre identité, quoi. Il y a des clins d'œil à propos d'un restaurant bande à part, on peut peut-être en dire quelques mots. Il y a un client qui vient et qui croit que ça fait allusion. Le patron lui dit mais t'es vraiment nul. Enfin bon, je cite de mémoire, ça fait allusion à un roman. Peut-être que vous pouvez en parler. Oui, alors là aussi c'est toujours pareil. Humoristique. C'est mes goûts pour la littérature et le cinéma. Il y a un client qui est très content parce qu'il pense que c'est un clin d'œil au film de Jean-Luc Godard, bande à part, et le patron lui répond que donc c'était un clin d'œil à un livre qui est sorti bien des années avant, de Jacques Perret, bande à part, pour lequel il a eu le prix Interallié 1954, si je me souviens bien, et qui était un des récits il a fait 2 livres sur son passé de résistant, Le Caporal épinglé, qui a été adapté au cinéma par Jean Renoir, et bande à part, et qui est un livre magnifique. Et puis voilà, c'était le prétexte, ça me permis en 2 lignes de rendre hommage à Jacques Perret, qui est un écrivain un peu oublié, et qui est un des plus beaux stylistes de langue française de la deuxième partie au moins du XXe siècle, et qui par ailleurs a fait ses écrits sur la résistance sont absolument magnifiques, de modestie, d'humour et de tragédie bien sûr, et d'humilité, quoi. Et moi je trouve que c'est peut-être finalement, d'abord un roman sur le passé, un peu, le passé disparu, enfoui évidemment, qui nous a quittés, parce que c'était mieux avant, oui, hein, quand on a été jeune, c'est souvent plus sympa que quand. Enfin, moi-même, on vit de très bons moments quand on vieillit, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être comment faire la part des choses justement entre ce qu'est la nostalgie et peut-être quel est le point positif dans tout ça. C'est un peu un roman de réflexion là-dessus. Oui, c'est un roman nostalgie, une part de nostalgie évidemment, mais ce qui m'a fait plaisir là aussi, j'ai lu dans un article quelqu'un qui disait enfin un roman nostalgique et gai à la fois, et c'est exactement ce que je voulais faire, quelque chose qui soit un peu nostalgique. J'ai dit plein de choses qu'on aimait, qui ont disparu ou qui vont disparaître, et puis en même temps qu'on soit dans la vie, dans l'exaltation, dans l'amour, et dans le refus justement de désespérer, de renoncer totalement. Voilà, il faut tenir bon, quoi. Et c'est vrai que c'est notamment quand ils font ces voyages, quand ils se retrouvent, quand ils partent tous les deux. Alors, à la fin du livre, vous écrivez, c'est de quoi ce n'était pas le sujet qui faisait un roman selon lui, mais un ton, une musique, un rythme, une façon de voir et de raconter. Moi, j'étais frappé en vous lisant, Christian Autier, sur le rythme, sur la fluidité de l'écriture. J'en ai lu des passages, je pense qu'on peut s'en rendre compte. Est-ce que pour vous, c'est d'abord, vous souscrivez, si vous l'avez écrit, j'imagine que vous allez souscrire, mais bon. Oui, c'est un plaidoyer, je plaide ma cause, évidemment, puisque comme je vous disais, il n'y a pas vraiment d'histoire d'intrigue, il n'y a pas de. Oui, il y a 1 ou 2 petits rebondissements, il y a 1 ou 2 secrets. Mais ce qui me plaît en tant que lecteur, on peut me raconter n'importe quoi comme histoire, je m'en fiche. C'est pas tellement le sujet, c'est effectivement la façon dont on la raconte, l'écriture, le rythme, la musique. Moi, je compare beaucoup. Enfin, moi, ce que j'aime dans la littérature, c'est la musique, c'est l'oreille. Enfin, je lis pas à voix haute, mais j'adore, avoir trouvé le rythme de la phrase. C'est ça que je trouve beau. Enfin, il y a pas que. Je peux être après attiré aussi en tant que lecteur par des livres extrêmement scénarisés, construits, y compris des thrillers, des romans de genre. Mais je trouve, la littérature, c'est ça qu'il y a de beau, y compris le roman. C'est vraiment le style qui compte malgré tout. Si vous avez la plus belle histoire du monde, la plus originale, la plus inédite, mais que vous ne savez pas écrire, ce sera pas très intéressant. Enfin, du moins pour les gens qui aiment le style. Vous avez cité scénarisé par rapport à votre goût pour le cinéma. Moi, je le verrais bien adapté au cinéma, ce livre. Enfin, moi, personnellement, j'espère que je l'imagine. Tout à fait. Enfin, bon, vous avez déjà été adapté au cinéma, non? Je sais pas. Hélas, non. J'y avais eu des contacts pour une grande productrice pour mon premier roman, qui s'appelait Enterrement de vie de garçon. Et elle allait prendre ce qu'on appelle une option, c'est-à-dire avant même d'adapter le livre, on vous donne une grosse somme pour que les droits soient gelés pendant 1 an ou 2 ans, et après éventuellement ils vous redonnent une encore plus grosse somme s'ils achètent le livre, et après une autre somme quand ils vont l'adapter.
Et hélas, elle a sorti, elle avait eu un énorme succès. Elle venait de produire Pédale douce 2 ou 3 ans avant, qui avait été un énorme succès. Et hélas, un mois plus tard, elle a sorti Pédale dure, qui a été un des plus gros fiascos de l'époque dans le cinéma français. Donc elle n'a pas pu acheter les droits de ce livre. Vous citiez là, le rythme, la musique, l'écriture. Est-ce que vous corrigez beaucoup, vous reprenez vos passages? Est-ce que vous écrivez parfois d'un seul jet sans corriger? Comment ça se passe un petit peu? Ou c'est parfois différent, j'imagine? Non, oui, je corrige beaucoup. Oui, oui. Mais après, ça dépend de la forme du livre. Moi, le livre sur lequel j'ai le plus travaillé, peut-être, c'est mon premier, qui est tout court, qui fait 90 ou 100 pages. C'est peut-être celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Après, sur des livres plus longs, enfin, ou de format classique, comme ça, c'est peut-être plus entre guillemets facile. Enfin, on peut les temps morts, les chutes les baisses de rythme sont plus faciles à élaguer, à chasser. Donc, il n'y a pas de règle, mais de toute façon, oui. Hélas, ou tant mieux. Enfin, un roman, globalement, ça me demande un an de travail, quoi. Vous êtes chez Flammarion là, depuis le précédent? Oui, depuis 2 romans. Des oui. Heureuses, oui. Et ce changement d'éditeur s'est fait suite peut-être au décès de Jean-Marc Robert? Pour les romans, oui. Après le décès de Jean-Marc Robert, j'ai fait un dernier essai chez Stock là, de chez nous. Et après, donc, par rapport à ce nouvel éditeur, j'avais plus envie de publier des romans, particulièrement chez Stock. Enfin, j'avais plus rien qui m'attachait à cette maison. Donc, je les publie. Je publie mes livres en fonction des rencontres ou des besoins. Voilà. Et là, je trouvais que c'était un bon clin d'œil pour revenir au roman. Bon, j'en avais fait un chez Grasset. Mais c'est que la personne qui dirige les éditions Flammarion, donc déjà pour mon précédent roman, est la dernière compagne de Jean-Marc Roberts. Donc c'était une manière de continuer, d'avoir de manière un peu invisible, d'avoir cette fidélité et de continuer malgré tout un peu avec lui. Merci beaucoup Christian Authier. Donc Merci Demi-siècle aux éditions Flammarion, un roman qu'on recommande vivement. Merci beaucoup. It brings a tear into my eyes when I begin. Vous avez pu écouter une rencontre avec Christian Authier autour de la publication de son nouveau roman Demi-siècle chez Flammarion, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 25 juin 2021 lors du Marathon des mots. Christian Authier est également l'auteur de 6 romans, parmi lesquels Enterrement de vie de garçon chez Stock en 2004, Les liens des faits, également publié chez Stock, et lauréat prix Roger Nimier en 2006, ou encore Le soldat d'Allah en 2006 chez Grasset, et d'une dizaine d'essais, dont notamment De chez nous, paru aux éditions Stock, prix Renaudot de l'essai 2014. Réalisation et mise en onde, Radio. All right.